Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Gilles Knorri, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Digora. Digora est un expert de la gestion des data, des bases de données. Alors vous êtes né il y a pas mal d'années, c'était l'environnement Oracle, mais maintenant c'est toutes bases confondues. Alors, j'en ai reçu pas mal dans J'aime l'écho, des gens qui font votre métier, donc on a bien compris l'importance de compiler ces données, de les analyser, cette espèce de botte de foin inextricable d'où on veut pouvoir aller trouver l'aiguille. Quel va être l'argumentaire suivant pour aller un petit peu plus loin dans cette compréhension d'un univers qui est un univers de spécialistes? À partir de quel moment la donnée a une valeur? À partir de quel moment cette donnée peut être transformée en gain pour l'entreprise? Les données, elles explosent, il y en a de plus en plus. Je sais pas, c'est du délire les chiffres. Oui, c'est du délire. Oui. On dit même, il y a une étude récente d'IDC qui dit que chaque personne sur Terre, chaque seconde, génère un peu moins de 2 mégaoctets de données. C'est absolument gigantesque et inimaginable. Ce sont d'ailleurs essentiellement ce qu'on appelle des données non structurées. C'est quoi une donnée non structurée? Par exemple, c'est une image. D'accord. Une image, ce sont des pixels. Il en manque un, c'est pas forcément très grave. Une donnée structurée, c'est une donnée bancaire. S'il manque un octet quelque part, c'est un autre sujet. Donc, les enjeux, c'est de corréler en fait les données entre elles. C'est souvent cela. Une donnée en tant que telle, elle n'a pas forcément énormément de valeur, mais corrélée avec des informations de comportement, de météo, de positionnement, ça a du sens. Et c'est la difficulté de l'exercice, c'est de faire des corrélations entre des choses qui sont très différentes. C'est là où vous intervenez. C'est là où nous intervenons. Il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans cet univers de la data. Il y a forcément des bons, des moins bons. La cybersécurité, c'est hyper important. Vous avez des pure players qui ne font que ça, que ce métier, et qui disent il faut être un spécialiste de la cybersécurité. Certains, c'est juste une petite brique dans leur offre. C'est pas évident de s'y retrouver. Non, c'est pas évident. Et alors la cybersécurité, c'est un sujet évidemment très vaste et éminemment d'actualité. Donc nous, notre activité, elle est, si je prends l'exemple d'un château fort, la cybersécurité, c'est souvent le mur d'enceinte. Ouais. Et nous, on est vraiment dans le donjon, dans le coffre-fort, là où sont les données. Et c'est là où l'on sait, par exemple, crypter, anonymiser des données. Donc vous-même, vous savez faire ça. Voilà. C'est faire ça et c'est pas forcément très très répandu, effectivement. Oui, ça veut dire que tous ceux qui mettent cybersécurité dans leur offre n'ont pas forcément exactement l'expertise derrière qui justifie qu'on utilise ce terme. Ou pas la même, disons. Ou pas la même. Nous, on ne saura pas faire la sécurité périphérique. Encore une fois, le mur d'enceinte, c'est pas notre sujet, c'est plutôt l'intérieur. Alors, vous relevez deux défis. D'abord, l'analyse et le traitement de ces données, mais la restitution pour que les gens, qu'on les comprenne, quoi, parce que il faut que ce soit intelligible à l'arrivée. Absolument. Et comme ces données se multiplient et deviennent de plus en plus massives, arriver à pouvoir en sortir la substantifique moelle, c'est compliqué. Il y a des problèmes de visualisation, il y a des problèmes d'ergonomie. Enfin, il y a toutes sortes de sujets qui rendent l'exercice difficile. Il faut aussi raffiner la donnée. On peut employer ce terme-là, parce que toute la donnée n'est pas utile. Ben oui. C'est ce que fait un radiologue quand il examine une image médicale. En fait, il va prendre quelques coupes seulement qui sont intéressantes. Donc il y a ce travail qui est fait avec plus ou moins d'intelligence artificielle d'ailleurs, mais ce travail de raffinage permet d'optimiser finalement le travail autour de la donnée. Parce que dans la vraie vie, qu'est-ce qui est vraiment utile comme données pour une entreprise? J'ai envie de vous dire de manière basique sans être un spécialiste, mes données bancaires, mes données collaborateurs, mes données clients. Vous-même, d'ailleurs, vous parlez d'infobésité. Ça prouve bien qu'il y a un sujet de trier et d'arriver à ce qui va vraiment rendre service. Bien sûr, il y a un très très gros sujet là derrière, parce que les fournisseurs de toutes ces infrastructures poussent à ce que les données, on les conserve ad vitam aeternam, ce qui n'a quelquefois aucun sens. Donc effectivement, il y a toute cette gestion du cycle de vie de la donnée qui est à adresser, à prendre en compte, parce qu'une donnée, elle est intéressante à un moment donné, 5 ans après, elle n'a plus aucun sens. Donc il faut s'en débarrasser. Il faut la purger. Il faut lutter contre cette infobésité. Et vous êtes obligé d'avoir des systèmes algorithmiques et de l'intelligence artificielle. Là, c'est pas possible. Pas forcément de l'intelligence artificielle, mais oui, bien sûr. Et on peut être très raffiné dans ces traitements pour pouvoir lutter contre cette infobésité, donc lutter contre le gaspillage numérique, en fait. Gaspillage numérique. Alors, il y a un autre défi que vous mettez en avant. Il faut distinguer l'info personnelle de l'info confidentielle. Ah oui, alors ça, c'est un sujet. Enfin, la personnelle de la non personnelle. Absolument. Et l'Europe a légiféré en 2018 sur le sujet. J'ignorais totalement qu'elle avait légiféré sur le sujet. Ah oui, et très bien d'ailleurs, je pense, en mettant d'un côté les données personnelles, que l'on doit traiter d'une certaine façon, et les données non personnelles d'une autre façon.
En gros, les données personnelles en Europe restent en Europe, et les données non personnelles, elles ont une grande liberté de déplacement au sein de l'Europe. En tout cas, on a un règlement sur la protection des données personnelles. C'est si clair que ça, la frontière entre personnel et non personnel? Oui, c'est quand même relativement clair. On arrive à s'en sortir, sachant que pour moi, les données les plus personnelles sont les données de santé. Les données de santé doivent maintenant résider quelque part dans l'Union européenne. Alors justement, c'est toujours une question qui me vient quand on parle de cette cybersécurité, de ces données, de cet univers de cloud. C'est important d'avoir ces données sous la main sur son sol? Alors on va dire le sol de l'Europe. Je suis un Européen convaincu, et donc qu'elle soit en France, au Luxembourg, en Allemagne, c'est la même chose. Mais c'est important. Que qu'elle soit là. C'est important parce que juridiquement, si elles ne sont pas là, elles peuvent être soumises à des législations américaines, chinoises ou autres. Vous pensez au Cloud Act américain de 2018, qui quand même est considéré comme un sacré cheval de Troie. Bien entendu. Moi, encore une fois, j'aurais du mal à vous le décrire dans ces méandres. Donc oui, cette localisation géographique, ça compte. Oui, ça compte. Absolument. Et alors justement, on parle beaucoup de souveraineté des données, de cloud confiance. Alors, on vient d'en parler ces jours-ci, de cybersécurité. Comment on répond à toutes ces attentes? Il y a une initiative européenne là aussi qui est importante, qui s'appelle Gaia X, c'est la réponse au Cloud Act justement. Absolument. Voilà. Et c'est la création d'un espace numérique de confiance. On va parler peut-être moins de souveraineté qu'espace de confiance, mais c'est pour que les différents acteurs de l'économie numérique puissent travailler en confiance en Europe. Les entreprises qui viennent vous voir, elles viennent vous voir pourquoi? Et qu'est-ce que vous leur promettez en fait? Elles viennent nous voir pour concevoir un système qui soit conforme à leurs attentes, et elles viennent aussi et beaucoup nous voir pour faire fonctionner leurs infrastructures de façon lisse et sans anicroche, sans à-coups. Donc ça, c'est un travail que l'on fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'ailleurs de plus en plus la nuit et le week-end, parce que les traitements de maintenance, on va dire cela comme ça, se passent quand même préférentiellement la nuit quand il y a moins d'activité. Donc on travaille beaucoup la nuit et le week-end, et les entreprises viennent effectivement nous voir pour cela, pour faire en sorte que leur informatique soit stable. Dernière question sur un sujet qui est omniprésent, et surtout quand on parle des données, quand on parle des flux numériques, c'est l'histoire de l'empreinte carbone, la consommation d'énergie. C'est une problématique que vous avez intégrée dans votre activité chez Digora? Oui, alors on commence à l'intégrer, et d'ailleurs il y a une première difficulté, c'est d'avoir le bon thermomètre. Pour calculer le réchauffement. Voilà. Oui. Combien on pèse en CO2, quelle est l'empreinte carbone de nos différentes actions. C'est hyper compliqué. C'est objectivement hyper compliqué. Hyper compliqué, donc le travail est commencé, n'est pas fini, mais l'objectif pour nous est bien d'apporter ça à nos clients. D'accord. Et vous connaissez votre impact carbone, vous? On a comme projet en 2021 de le mesurer. Recrutement, j'imagine? Bien sûr. Avec du mal à trouver comme tous les autres? Bien sûr, énormément de difficultés. Il n'y en a pas un qui me dit qu'il trouve. Alors évidemment, vous cherchez des profils... Oui, et le recrutement, il est mondial, hein, et on trouve des gens qui veulent venir en Europe sur d'autres continents. Et donc il y a bien un recrutement global qui se fait. Il y a une question que je voulais vous poser. Alors, on a bien compris que le positionnement géographique des data centers, par exemple, est quelque chose d'important. Le cloud, c'est sûr ou pas aujourd'hui? C'est beaucoup plus sûr. C'est beaucoup plus sûr. Bien sûr. Parce qu'intuitivement, on se dit j'ai mon truc sous la main, ça va bien se passer. Non, c'est beaucoup plus sûr. C'est très bien fait globalement. Si on respecte les différentes normes et standards qui sont en vigueur aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus sûr qu'une infrastructure que l'on a chez soi. Merci d'avoir été avec nous, Gilles Knorri, donc le président fondateur de Digora.